Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Léa Rochat. 150 émissions et toujours la même passion. Aujourd'hui, Et si on parlait de sport franchit un cap fort, la 150e émission, un vrai marqueur, le symbole d'une aventure qui dure, qui grandit et qui rassemble. Au fil des années, l'émission s'est imposée comme un média multisport incontournable. Plus de 300 contenus produits, plus de 600 invités venus partager leur histoire et une audience qui dépasse le million de contacts cumulés. Un seul objectif depuis le début, ouvrir grand les portes du sport, donner la parole à celles et ceux qui le font vivre sur tous les terrains. Ici, c'est 100% passion, des voix vraies, des parcours inspirants, des échanges sans filtre, des vestiaires au terrain, du bénévolat au haut niveau. On est là où le sport bat vraiment. Un immense merci à nos partenaires Samperconnect avec leurs dirigeants Sébastien Couratin et Guillaume Cintre, LG Consultant et l'agence Bellombra de Bruno Hamet à nos côtés. Ils jouent collectif pour un sport qui rassemble, qui grandit et qui construit l'avenir. Et bien sûr, coup de chapeau à notre Dream Team de l'association, Claire, Mélanie, Sabine, Adrien et tous ceux qui sont avec nous chaque fois qu'on a besoin d'eux, animateurs, chroniqueurs, consultants, une équipe engagée, passionnée, prête à faire vibrer chaque émission. Alors installez-vous, montez le son, 150e émission et ce n'est que le début. Bienvenue dans Et si on parlait de sport. Au programme de cette 150e émission, en première mi-temps, on met la lumière sur une initiative locale qui fait rimer sport avec partage, accessibilité et environnement. Direction la forêt départementale de Buzet où se prépare un événement ouvert à tous, Sport pour tous en fait. Organisé par le comité régional Sport pour tous Occitanie. Ici, pas de chrono ni de classement, mais une ambition claire, permettre à chacun de bouger, de découvrir et de se faire plaisir, quel que soit son âge, son niveau ou sa condition physique. Le sport pour tous, c'est justement cette philosophie, une pratique accessible tournée vers le bien-être, la santé, le lien social, où l'on privilégie l'inclusion et la convivialité plutôt que la performance. Des activités variées, adaptées à tous les publics dans un cadre naturel, propice à l'échange et à la découverte. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Laurent Buzeau-Lescure, président du comité régional Sport pour tous Occitanie et de l'association ASAP 31, ainsi que Lara Lebrec, qui est chargée de développement territorial du comité régional Sport pour tous. En deuxième mi-temps, cap sur une discipline aussi exigeante que formatrice, le judo. Un sport de combat bien sûr, mais surtout une véritable école de vie où se construisent les champions et les hommes et les femmes de demain. Du tatami, des clubs jusqu'au plus haut niveau, c'est toujours un parcours qui se dessine, celui de la formation, de la transmission et de la quête d'excellence. Ensemble, nous allons plonger au cœur de cet univers pour mieux comprendre ce qui fait aujourd'hui la richesse et la force du judo français. Pour en parler, deux acteurs majeurs de la performance et de la formation du judo français, Kamal Vikri, récemment nommé entraîneur du Pôle Espoir de Toulouse, et Stéphane Auduc, entraîneur national à l'Institut de Judo à Paris, qui accompagne depuis des années des judokas parmi les meilleurs du monde. Deux regards, deux expériences, mais aussi une même passion, transmettre, former et viser l'excellence. Tout de suite, place à la première mi-temps avec nos invités Laurent Buzeau-Lescure et Lara Lebrec. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport ? Aujourd'hui, dans cette première mi-temps, on met la lumière sur l'initiative locale qui fait rimer sport avec partage, accessibilité et environnement. Direction la forêt départementale de Buzet, où se prépare un événement ouvert à tous, Sport pour tous en fait. Organisé par le comité régional Sport pour tous Occitanie, le Sport pour tous est une démarche qui vise à rendre la pratique sportive accessible à chacun sans condition d'âge, de niveau ou de performance. L'idée principale est de mettre en avant le plaisir, la santé et le lien social plutôt que la compétition. On peut y retrouver des activités variées, adaptées à tout public dans un cadre souvent convivial et inclusif. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Laurent Buzeau-Lescure, président du comité régional Sport pour tous Occitanie et de l'association ASAP 31, ainsi que Lara Lebrec, chargée de développement territorial du comité régional Sport pour tous. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer notre échange, je vais vous laisser vous présenter qui sont Laurent Buzeau-Lescure et Lara Lebrec. Lara, je te laisse te présenter. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, moi je suis donc chargée de développement au sein du comité régional Sport pour tous Occitanie. Alors mon but, moi, c'est d'accompagner les clubs et tous les acteurs qui gravitent autour du sport pour fédérer autour du sport pour tous, le sport inclusif, le sport santé, le sport bien-être. Donc voilà, l'idée, c'est de les accompagner sur de la mise en œuvre de projets
qui fédèrent autour du sport santé. Un petit mot sur ton parcours, parce qu'on ne sait pas finalement qui est Lara. Elle vient d'où? Elle fait quoi? C'est ça qui est intéressant aussi pour nos auditeurs. Alors, moi, je viens pas du tout du domaine du sport. Je viens du domaine du tourisme et de l'aménagement. Donc tu aménages le sport en ce moment, quoi. Exactement, c'est ça. Je passe ma vie à rencontrer les clubs et à voir avec eux comment on peut faire au mieux pour avoir des pratiques sportives un peu partout dans le territoire de l'Occitanie. Donc, c'est un peu ça qui fait le lien, c'est que l'Occitanie, je la connais bien. Je connais bien ses départements, les comités de communes aussi, et c'est des acteurs assez importants à mettre en œuvre parce que c'est eux aussi qui ont des structures pour accueillir des pratiques. Voilà. Donc, mais pas sportive à la base. Ah, sportive quand même. Bon. C'est pour ça que je suis venue ici quand même. Laurent. Donc moi c'est Laurent Buzot-Lescure, donc je suis effectivement, j'ai 2 casquettes aujourd'hui, donc je suis président du comité régional de la Fédération française de sport pour tous au niveau de l'Occitanie. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle ASAP, Association sportive d'activité physique éducative, sur la commune de Bessières et de Mirepoix-sur-Tarn. Je dirais que mon rôle aujourd'hui en tant que président du comité régional, c'est déjà dans un premier temps d'essayer de fédérer des membres d'une équipe qui se constitue à la fois d'élus et à la fois de salariés, dans l'idée d'avoir une vision sur un mandat donc, qui est de 4 ans, pour pouvoir, permettre au maximum de personnes de pouvoir faire de l'activité physique, donc du sport pour tous, sans idée de compétition derrière, vraiment qu'elle soit accessible au plus grand nombre, que ça va de 3 ans, même 2 ans et demi jusqu'à nos seniors qui ont des fois jusqu'à plus de 100 ans. Voilà. Mais ça ne me dit pas qui est quand même Laurent. C'est-à-dire que Laurent, il a aussi un parcours dans la vie, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa passion, son relais avec le sport. C'est un petit peu ça qu'on a envie de savoir. Très bien. Donc moi, le sport, je l'ai commencé assez jeune. Je l'ai commencé au départ par du judo. C'est une bonne chose. C'est ça. Initiation UNSS. J'ai été rapidement au judo, mais je me suis rendu compte que j'étais un enfant un peu turbulent, un peu. Voilà, je naviguais un peu partout. Et le judo, c'est bien. Et le cadre était un peu pour moi complexe et par la force des choses j'ai eu l'opportunité dans mon parcours de rencontrer un de mes voisins qui m'a amené au football et plus particulièrement au rôle de gardien de but et pendant plus de 20 ans j'ai été gardien de but et ça m'a appris énormément de choses et j'en ai ressorti 2 mots, je dirais, c'est assurer et rassurer, voilà, pour l'ensemble de mes équipes aujourd'hui et moi le sport ça a été vraiment le fil rouge et c'est toujours le fil rouge de mon activité au quotidien à travers l'activité physique pour tous. Moi je m'y retrouve à la fois individuel ou collectif et pour moi c'est essentiel pour être bien dans sa tête, bien dans son corps. On dit souvent anima sana in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain et je pense qu'aujourd'hui le sport et l'activité va pleinement avec l'ensemble d'une personne bien équilibrée. Merci à tous les deux pour cette présentation. Alors pour ouvrir cette émission un peu spéciale, parce que pour nous c'est la 150e, c'est déjà un cap important et parce que cet événement résonne pleinement avec l'ADN de Et si on parlait de sport, nous sommes ravis de nous y associer. Est-ce que vous pouvez nous présenter finalement ce sport pour tous en fait et nous expliquer ce qui en fait un rendez-vous si particulier? Alors, c'est le rendez-vous de l'année pour le comité régional. Alors on organise donc le 2 mai un événement très festif, sportif mais accessible à tous, en plein cœur de la forêt de Buzet. Donc l'idée c'est vraiment de proposer un moment où on peut découvrir des sports un peu uniques, s'initier, se balader dans la nature et passer du bon temps en famille, en amis. Et puis il y a un moment clé de la journée, ça va être l'éco-raid qui se déroule le matin à partir de 9h30. Et donc l'idée là c'est un espèce de triathlon où on en parle tout à l'heure, juste le mot pour Laurent, parce qu'on enchaîne sur la suite. Laurent, juste une petite présentation sur ce global, sur ce sport pour tous en fait. Alors sport pour tous en fait, nous c'est au départ au niveau des élus, c'est une réflexion avec Anne qui est avec nous au comité régional, c'est de pouvoir pratiquer une activité sur un territoire en utilisant ses ressources, ses forces et notamment aujourd'hui la forêt de Buzet-sur-Tarn aujourd'hui est un espace de jeu extraordinaire et aussi le Tarn, on a eu la chance d'avoir des autorisations pour pouvoir naviguer dessus, donc l'idée c'est à la fois de pouvoir bénéficier de l'environnement local, de mettre en relation aussi les clubs sur le territoire et forcément aussi de faire pratiquer l'activité au maximum de personnes dans un esprit de bien-être et de liberté. Il y a une dimension engagée dans cet événement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
plus. Oui, bien sûr. Les dimensions engagées, c'est l'idée on est parti du postulat où un événement, quel qu'il soit, il a un impact. Il a un impact qu'il soit écologique, financier, peu importe. Et nous, l'idée, c'est d'avoir le moins d'impact possible, ou en tout cas, dès la conception du projet, de réfléchir aux impacts qu'on pourrait soit éviter, soit en laissant aussi une forme de... comment dirais-je ? Le mot, c'est une forme de... on laisse une trace sur l'événement. Et à ce niveau-là, on a travaillé dès le départ avec l'accueil de services civiques au sein du comité régional qui est derrière un vrai projet écologique autour de ça. Et je vais laisser aussi Lara en parler puisqu'elle porte aussi le projet au niveau des services civiques notamment. Eh bien oui, concrètement pour la journée du 2 mai, ils nous aident, les 8 services civiques qu'on accueille au sein du comité, qui sont répartis aussi dans des clubs au niveau de la région. Ils nous accompagnent vraiment à créer des animations pour ce jour. Donc ça va être des animations pour comprendre la forêt de Buzet, comment on peut y faire du sport respectueusement dedans. Voilà. Et puis plus concrètement pour le jour J, on a travaillé avec le conseil départemental à qui appartient la forêt de Buzet pour mener des actions qui vont dans leur sens sur la protection de l'environnement. Donc on a notamment essayé de construire des accroches à vélo qui n'y en a pas actuellement à la forêt de Buzet. Donc c'est un exemple parmi d'autres sur lesquels on s'engage à voilà, justement sur l'idée de faire perdurer, mettre des actions en place qui durent dans le temps et qu'on ait un impact Alors positif. justement, on va un peu plus loin là. Est-ce qu'on peut parler de ces activités qui vont être proposées au public ? On parlera un peu plus tard justement de cette éco-raid, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette journée, concrètement comme activité, histoire de dire aux gens, je vais me déplacer ? Alors l'idée c'est de s'initier à toutes les pratiques sportives. Oui, ça en fait beaucoup là quand même, toutes les sportifs. Tout est possible. Allez, soyons modestes. Qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement comme activité ? Alors premièrement, il y aura Danielle Ramos, donc elle est championne de France de tir à l'arc. Voilà, ça c'est une bonne chose. Donc elle va être là, alors elle va nous expliquer comment ça se passe le tir à l'arc. Il y a du tchoukball, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pratique qui se fait un peu comme du handball, mais avec un trampoline. Voilà. Tout à fait, et on jette le ballon dedans et tout. Exactement. Donc voilà, ça sera bien présent. On a du disque golf aussi, pratique un peu... Ça, c'est marrant comme tout, ouais. Exactement, on lance pareil un disque. C'est un frisbee qu'on envoie dans cette espèce de petit frisbee qu'on envoie sur un support, je crois que c'est ça le principe, ouais. Et en fait, c'est assez amusant, tout à fait. Voilà. Initiation, éveil sportif, jeu de motricité. De la boxe. Il y aura aussi, dis-moi si je me trompe, grimpe dans les arbres, enfin en tout cas, oui. Exactement, oui, on a un acteur qui vient, qui propose justement de la grimpe d'arbre, donc il a bien étudié la forêt et il a choisi le bon arbre pour faire de la grimpe d'arbre dedans et initier du coup les plus jeunes et les plus vieux aussi qui veulent monter dans les arbres et faire comme Tarzan. C'est ça, initiation aussi à la course d'orientation. J'ai vu qu'il y avait test de conditions physiques. Qu'est-ce que c'est que ces tests de conditions physiques ? Alors là, à l'armée, on faisait ça, mais c'était terrible. Alors là, c'est plus ludique là quand même. Non, là, ça va être plus cool. Donc l'idée là, c'est avec quelques petits tests d'agilité, d'étirement, de souplesse, de voir où on en est à l'instant T sur notre condition physique. Donc c'est en 5 tests à peu près, on peut évaluer les plus de 18 ans. Nous, on ne fait pas les mineurs. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un petit point et puis après de les orienter. C'est quoi ces 5 épreuves ? Ça va me rappeler des souvenirs. C'est la surprise. Ah bon, d'accord. Mais voilà, c'est de l'agilité. Il fut un temps à l'école, on passait ces 5 épreuves. On avait un petit carnet, le brevet sportif, et on avait ces épreuves. Il y avait de la course, il y avait du saut. Voilà, on était évalué sur ça, donc ça me rappelle un petit souvenir. C'est pour ça que j'avais un petit clin d'œil là-dessus, parce que c'était le côté marrant. Donc on passait chaque année, c'était d'un autre temps, bien évidemment. Un des temps forts, c'est l'éco-raid. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus et expliquer aux auditeurs ce qui est mis en place ? Alors, l'éco-raid, il débutera donc à 9h30 le 2 mai. Alors, c'est l'idée de faire un triathlon un peu réinventé. Donc, ils partiront en vélo. Puis après, ils enchaînent avec du kayak sur le Tarn, puis de la course à pied et du vélo. Donc, il y a à peu près entre 20 et 25 km cumulés. Et voilà, c'est vraiment pour tous. L'idée, c'est... Alors, c'est pas une course, mais ils vont se la jouer quand même. Hein. C'est pas chronométré, mais ouais, je pense que là, il y en aura qui vont tout donner. Et c'est l'objectif, c'est de se bouger et de voir de ce dont on est capable. Et le président, il ouvre la voie, lui, c'est le premier dans le canoë, non ? C'est pas ça ? Alors moi, pour le repérage, j'y suis allé, effectivement. J'y suis allé, non, l'idée
l'idée c'est vraiment de faire participer l'ensemble des jeunes et moins jeunes, puisque c'est par binôme, ça va se passer par binôme. L'idée c'était d'avoir soit un jeune de 16 ans et un adulte, ou peu importe, mais vraiment de faire en binôme ensemble, de partir ensemble et de revenir ensemble. Ça c'était vraiment le postulat de départ. Et pour la petite anecdote, on a fait avec Lara et d'autres la reco, mais le jour J, non, je serais peut-être soit à la buvette, soit Au sifflet, non ? au sifflet au départ, mais pour la prochaine peut-être. Bon, l'idéal, vous mettez monsieur et madame dans un kayak et vous voyez le résultat à la fin. C'est un peu ça. On verra ce que ça donne. Ça met généralement de l'ambiance entre les deux. Mais on avait fait le test Oui. ensemble. Oui, on a fait le test en binôme. Vous Mais êtes arrivés entiers tous les deux, c'est bon. Oui. on n'était pas dans le même canoë, mais pour le coup, moi, j'ai pas beaucoup pagayé. J'ai Moi laissé. non plus. Voilà, on était tous les deux à prendre des photos. Voilà, c'est ça. Alors c'est un événement, on a noté, qui était donc accessible pour tous. Effectivement, ouais, pour tous. Vraiment, l'idée là, c'est le parcours de VTT. Donc, ça démarre, je dirais, sur un sommet. Donc, la descente est assez simple. C'est pas très technique pour le coup. Le canoë, ça se fait assez facilement. Il y a 4 km, comme le disait Lara. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de le faire, de découvrir l'environnement, de découvrir pour certains et certaines qui ne connaissent pas forcément le Tarn et la forêt de Buzet. Vraiment dans le loisir et prendre du plaisir surtout. Voilà, le maître mot, c'est de prendre du plaisir. Mais pourquoi vous avez choisi la forêt de Buzet et pas une autre ? C'est une bonne question. En fait, dans l'idée merci pour la question. Dans l'idée du projet, c'est qu'au comité régional, on veut s'appuyer sur les 4 prochaines années sur des clubs qui porteraient des événements sportifs. Et en gros, mon club aujourd'hui est un peu on essuie un peu les plâtres de l'événement, et je suis moi sur le territoire de Bessières et de Mirepoix-sur-Tarn, et du coup, c'était naturellement qu'on a été sur la forêt de Buzet. Et à terme, l'idée, c'est d'aller sur d'autres territoires dans l'Occitanie. Ce que tu viens de dire là, j'ai chopé quelque chose, mais ça veut dire que c'est un truc que tu voudrais refaire tous les ans, ça ? Oui, dans l'idée, nous, Voilà. c'est quelque chose qu'on aimerait refaire. Dans l'idée, c'est de servir, d'utiliser un club, entre guillemets, de point d'appui sur un territoire, de l'aider à structurer. Une fois que l'événement a été fait, que le gros travail de Lara notamment et d'autres ont fait, l'idée, c'est de perdurer, de laisser l'héritage et de le continuer à ce qu'il se développe. Et dans 1 an ou 2 ans, sur un autre territoire, on ferait un autre événement et qui s'adapterait à l'environnement. Vous travaillez aussi avec des associations locales. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors pour le coup, sur la forêt de Buzet pour le 2 mai, on a mobilisé tous les acteurs du coin. Donc l'idée, c'était de faire participer les maisons sport santé, la communauté de communes, mais aussi les assos qui font de la marche nordique. Voilà. Donc on a vraiment fait appel à l'office de tourisme, aux acteurs qui gravitent pour faire un événement fédérateur et qui puissent relayer aussi sur le territoire l'événement. Donc tu as pris ton petit bâton de pèlerin et tapé aux portes de tout le monde, et l'accueil a été comment en fait ? Plutôt très bon, hein. Franchement. C'est un territoire qui a besoin aussi qu'il y ait des choses qui s'y passent. Donc ils étaient plutôt très contents qu'on propose une action. Et puis appel à, comme disait Laurent, au prochain club et au prochain territoire qui le souhaitent, tapez à notre porte, et nous on vous aidera pour organiser ce type d'événement avec grand plaisir. Alors j'ai noté que ça s'adressait un petit peu à tout le monde, mais sportif ou non, famille, etc. C'est tout le monde. On peut définir un peu le tout le monde pour vous ? Alors le tout le monde sur l'éco-village, ce qu'on appelait l'éco-village, donc qui sera directement à la forêt. Là, c'est vraiment à partir de 2 ans, 2 ans et demi, même on peut venir avec des enfants en bas âge. Le tout le monde, c'est toutes celles et ceux qui ont envie de pratiquer une activité, d'être un peu curieux, d'essayer des choses sur l'éco-village. Et après sur l'éco-raid, là on a dû mettre une limite d'âge au départ, donc c'est 16 ans. À terme, on verra comment ça fonctionne, mais en tout cas pour tout le monde, c'est vraiment ouvert à tout âge, et même sportif ou non sportif. Il faut s'inscrire, j'imagine. Comment ça se passe ? Pour l'éco-raid, oui, c'est sur inscription. Là, c'est bientôt la fin des clôtures parce qu'on a pas mal d'inscriptions. Il y a une limite d'inscription ? Ouais, on pouvait pas mettre tant de kayaks sur le Tarn, donc on a 100 inscrits au maximum. Donc vu que ça fonctionne en binôme, c'est 50 binômes. Et sinon pour l'éco-village, non, c'est ouvert pour tout le monde, gratuit. Venez. C'est gratuit, et on s'inscrit comment ? On vous joint comment ? Il y a une adresse mail, voilà. Alors au besoin, c'est mon adresse mail. Alors lara.lebrec@sportpourtous.org. N'hésitez pas s'il y a des questions sur l'événement.
c'est ouvert. Tout le monde va écrire à Lara, c'est convaincu maintenant qu'elle On va laisser son numéro de portable, donc 07. Non, je plaisante. Alors, quelques mots quand même sur ce sport pour tous. Finalement, on a parlé de cet événement, mais vous avez donc une structure. Comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse? Comment on vous trouve? Un petit peu d'explication sur le principe même de cette fédération, de ce comité, Laurent. Alors, sport pour tous, comme son nom l'indique, l'idée c'est de pouvoir accueillir tous les clubs qui souhaitent se fédérer, qui souhaitent avoir des ressources aussi et un réseau qui leur permet de se structurer, d'avoir aussi de l'intelligence collective, puisque l'idée, plus on est nombreux et plus on est dans le collectif, plus on peut avancer loin. Et je dirais, ça s'adresse particulièrement aux clubs qui n'ont pas de volonté de compétition, pas que la compétition soit mauvaise en soi, hein, bien au contraire, hein, je suis moi un compétiteur, mais là l'idée c'est de s'adresser aux clubs, ou en tout cas aux individus qui veulent véhiculer des valeurs de partage, d'abnégation, de courage. À travers le sport, il y a plein de valeurs, c'est bien de le dire, c'est mieux de le faire. Et à travers plein de personnes sur le territoire de l'Occitanie, on a un peu plus de 150 clubs en Occitanie. L'idée c'est d'utiliser le sport comme un outil et non pas comme une finalité. Comment on vous trouve? On nous trouve sur le site internet. À part l'adresse mail de Léa, on va donner son numéro de portable. Non, mais principalement, quels sont parce que c'est sur l'ensemble de l'Occitanie que vous rayonnez. On peut vous trouver comment? Faut taper sport pour tous avec une région. Comment on trouve les clubs ou comment on trouve les comités? Alors tout est sur notre site internet au besoin, donc comité régional. Et puis après nous, on fait partie d'une fédération aussi, donc il y a toutes les informations sur le site de la fédération Sport pour tous. Nous, on est une entité régionale, mais l'idée c'est de porter des valeurs bien plus globales. Donc voilà, toutes les infos, tous les clubs, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les clubs adhérents et du pouvoir intégrer un club qui fait partie du réseau sur notre site internet du comité régional Tous Occitanie. Et donc vous êtes basé sur Toulouse ou sur Montpellier, non? Comment... On a deux sièges, donc on a un siège à Montpellier et à Toulouse, mais la région Occitanie est vaste, l'une des plus grandes de France, donc on a fait le choix d'avoir deux structures, donc à la fois à Toulouse et à Balma. À Balma et à Montpellier, pour être spécifique à Toulouse. Est-ce que vous auriez un mot à donner aux auditeurs pour leur donner envie de venir? Venez, vous allez vous amuser et découvrir plein de choses. C'est ça, venez prendre du plaisir, venez partager ces moments-là et on en a besoin en ce moment, je pense. Et il y a plein de sourires, il y a plein de choses à faire. Et si vous avez envie, il reste encore un peu de place, comme disait Lara, là, il reste moins d'une dizaine de places sur les corettes, donc voilà, inscrivez-vous. C'est ça. Dépêchez-vous. Donc voilà Léa, si tu veux faire un peu de canoë, tu sais ce qu'il faut faire, hein, tu appelles Lara et c'est parti pour une belle journée, un dimanche à l'occasion. Merci à tous les deux déjà de nous avoir été avec nous. On rappelle, le Sport pour tous, en fait, c'est le samedi 2 mai 2026 dans la forêt de Buzet-sur-Tarn. Une journée donc ouverte à tous pour découvrir, partager et pratiquer le sport autrement dans un cadre naturel et convivial. Vous pouvez retrouver toutes les informations de cet événement sur le site du comité régional Sport pour tous Occitanie et bien sûr avec l'adresse de Lara, comme elle nous l'a dit tout à l'heure. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps avec Laurent Buzeau-Lescure et Lara Lebrec. Mi-temps, on se retrouve dans quelques instants avec Kamel Kitri et Stéphane Auduc pour parler judo. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire. On reprend notre souffle. À tout de suite dans Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport. Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe.
Allez, on compte sur vous, devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui on met le cap sur une discipline aussi exigeante que formatrice, le judo, un sport de combat mais surtout une véritable école de vie où se construisent les champions et les hommes et femmes de demain. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux acteurs majeurs de la performance et de la formation du judo français. Kamal Fikri, qui récemment a été nommé sur le espoir de Toulouse, il nous en parlera tout à l'heure. C'est aussi un passionné tourné vers l'avenir, au cœur de la formation des jeunes talents qui feront le judo français de demain. Et Stéphane Auduc, entraîneur national à l'Institut de judo de Paris, homme de l'ombre mais aussi pilier de la haute performance tricolore, qui accompagne depuis des années des judokas parmi les meilleurs au monde. Deux regards, deux expériences, mais une même passion, transmettre, former et viser l'excellence. Ensemble, nous allons parler autour du haut niveau de la formation et de ce qui fait aujourd'hui la force du judo français. Kamal Fikri, bonjour. Bonjour. Et merci en tout cas d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter d'abord qui est Kamal Fikri? Donc Kamal Fikri, donc j'ai 31 ans. Je suis ancien athlète de haut niveau. Je me suis reconverti du coup entraîneur. Donc depuis 2 ans là, je suis sur Toulouse en tant qu'entraîneur. Donc voilà, mon job un peu, c'est d'accompagner les jeunes qui veulent faire du haut niveau, donc les accompagner que ce soit scolairement et aussi au niveau du judo. Alors ton parcours est particulièrement riche puisque est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on tombe dans le judo tout jeune finalement? C'est ça, ouais. Nous c'est une histoire de famille. Hein. On est 5 enfants, donc 4. 5 judokas? Non, justement il y a ma sœur qui n'a pas fait de judo. Mes autres frères oui. Donc moi je viens d'un quartier populaire. Donc mon père a voulu mettre mon frère au judo pour pas qu'il traîne dehors. Hein. Donc voilà, ça c'était mon grand frère, donc on a tous suivi par rapport à ça et on était bon, donc à la force des choses on a eu chacun notre parcours. Pour ma part, moi je suis passé par le pôle espoir de Toulouse, de Limoges pardon, et du coup je suis resté 3 ans sur ce pôle là où j'ai bien évolué, où j'ai eu mes petites médailles. Ensuite je suis parti sur le pôle France à Orléans, 3 ans encore, où là j'ai continué à progresser, hein. C'est plus sur cet aspect tactique, un peu plus dans le dur. Et ensuite de ça je suis monté sur l'IJ, donc c'est l'Institut du judo. Ça n'existe plus sur le parcours de performance qu'on expliquera tout à l'heure, mais voilà, je suis resté 1 an sur cette structure-là et ensuite je suis allé sur l'INSEP sur mes 4 dernières années de pratique. Comme tous les athlètes de haut niveau, on se retrouve dans cette belle grande maison. Formation, et pour toi, vers transition vers l'entraînement, tu as aussi un parcours de formation solide, puisque au-delà de tout ce que tu viens de nous dire, tu as aussi passé un certain nombre de diplômes. Oui, c'est ça. Donc à chaque fois qu'on rentre dans une structure, on a toujours un double projet hein, qui est super important, hein, que ce soit en pôle espoir, en pôle France et même à l'INSEP. Donc on peut pas faire que du judo, on peut pas en vivre véritablement. Donc ce qui est important là, c'est vraiment d'assurer son avenir. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant que j'étais athlète, j'ai passé mes diplômes tout d'abord de professeur de judo, donc le BPJEP. Ça, c'est le brevet professionnel pour être professeur. Donc qui te permet d'enseigner, donc voilà, tout à fait. Ouais. À des jeunes, des plus jeunes. Et au fur et à mesure, on essaie de passer des diplômes un peu plus importants. Donc c'est pour ça que moi j'ai passé mon DES JEP. Donc là c'est pour être vraiment entraîneur. Donc c'est un diplôme d'état supérieur qu'on est obligatoirement... Qui est ouvert sur tous les sports, pas uniquement sur le judo, c'est ça le principe de ce diplôme? Non, justement là c'est vraiment sur l'aspect judo, d'accord. Mais en fait les BP JEP c'est les DES JEP. Il y a des troncs communs qui sont pareils pour tous les sports. D'accord. Et c'est spécifique sur d'autres sports. Donc ça te permet d'entraîner à haut niveau. C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui tu es à Toulouse, tu as atterri à Toulouse, j'ai envie de dire. Quel est concrètement ton rôle au pôle espoir? Et puis voilà, c'est une nouvelle vie qui t'a démarré toi ici. C'est ça, ouais. Moi ça fait déjà 2 ans, c'est ma 2e saison ici. Donc moi je suis originaire de Limoges, hein, comme vous avez entendu. Comment je suis atterri ici, c'est opportunité professionnelle. Hein. Donc il y avait une offre, il
y a mon prédécesseur qui partait, donc j'ai postulé, on m'a pris. Donc, Guillaume, qu'on a reçu d'ailleurs à l'antenne et qu'on salue à l'occasion. Exactement, salut Guillaume. Donc ouais, mon rôle à moi, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, donc les jeunes qui sont à peu près en 3e, seconde, première et terminale. Donc nous, le judo, en fait, on a un PPF, donc un parcours de performance fédérale, donc c'est comme une pyramide en fait. Donc la première marche, c'est le pôle espoir, ensuite le pôle France et ensuite l'INSEP. Donc nous, on est vraiment sur la première marche pour des jeunes qui veulent accéder au haut niveau. Donc on les accompagne dans la structure, donc que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur la tactique, que ce soit sur le médical. Et il y a aussi cet aspect double emploi, on va dire, et qu'il y a le rôle aussi avec le lycée. Donc moi, je suis en lien avec les CPE, avec les chefs d'établissement, et on essaye d'avoir une équipe quand même performante pour les accompagner au mieux. Alors comment concrètement, pour qu'on comprenne bien, ces jeunes qui veulent intégrer finalement ta structure Pôle Espoir, comment ça se passe? Quelle est leur démarche? Est-ce que c'est une sélection que tu fais toi ou enfin avec tes collègues, ou est-ce qu'il y a une démarche particulière à faire des jeunes? Il y a une démarche, c'est que en fait il y a un dossier de candidature. Donc là justement je suis en plein dedans, c'est que les jeunes déposent leur candidature. Donc moi déjà cette année je fais une présélection parce que j'ai vraiment beaucoup de candidatures cette année. Donc je fais une présélection par rapport au niveau sportif, et ensuite de ça mais du coup après ma première sélection je les emmène en stage où là on fait des tests de sélection, où là il y a un peu de physique, il y a aussi du mental, il y a aussi l'aspect entraînement, et en fonction de ça c'est là où je sélectionne et je fais ma vraie sélection que j'envoie au lycée, et que voilà, le lycée eux font leur sélection scolaire aussi. Parce qu'il y a un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il faut être bien dans son corps mais bien dans sa tête aussi, si je veux résumer. Exactement. On est obligé d'avoir ce double cursus parce que voilà, le judo c'est bien comme j'ai dit au début, mais à un moment donné, voilà, comme je dis aux jeunes, ce qui vous donne à manger, c'est vraiment tout ce qui va être scolaire, ce que va être formation plus tard. Donc voilà, il faut vraiment avoir cet équilibre-là parce que sinon ça va pas l'un sans l'autre. Je pense que tu viens de dire le mot équilibre, c'est important. On a vu tellement de jeunes se lancer, bien sûr, on peut être un très bon sportif, mais on oublie une fois que la blessure peut arriver et derrière, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est très bien de la part du judo, en tout cas d'autres disciplines le font, mais de penser à ça au départ, parce que aussi d'être bien dans sa tête et d'être capable de réagir, et quand on ne peut pas aller au bout, ben voilà, c'est une deuxième, en tout cas, superbe sûr. Alors, je te taquinais sur l'histoire de Toulouse, donc c'est une nouvelle aventure en Occitanie. Tu es venu par opportunité ou est-ce que tu étais quand même attiré par la région? Je vous avoue, moi j'étais sur Paris très longtemps, donc en tant qu'athlète. Donc quand j'ai décidé de revenir, je suis revenu dans ma ville natale, où il y a mes parents. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été aussi très proche de Toulouse parce que voilà, on n'est pas très loin. Limoges-Toulouse, c'est à peu près 3 heures. Et quand j'étais jeune, on faisait des regroupements avec Toulouse, donc je connaissais un petit peu la région. Donc plus Toulouse, j'allais pas tout en bas. Mais c'est vrai que voilà, c'est une région qui est belle. Je le vois tous les jours maintenant. Et je compte bien y rester très très longtemps parce qu'on m'a bien adopté aussi. Donc franchement, c'est une belle aventure que je suis en train de vivre là. Et puis voilà. Et puis il y a effectivement des résultats à suivre, et j'imagine que tu vas suivre tes jeunes par la suite, puisque déjà nous avions reçu une jeune fille que tu entraînes, Célia, qui était venue nous voir à l'antenne, et donc tu suis un peu le parcours de tous ces jeunes. Ça doit être aussi passionnant de voir leur progrès. C'est ça. Donc pour avoir un ordre d'idée, cette année on repart avec 2 médailles au championnat de France, donc, dont un titre. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. Tout d'abord c'est un travail, là c'était en l'occurrence c'était 2 filles, mais voilà, ils travaillent tous les jours, on essaie de les accompagner au mieux. Et voilà, la fierté de les voir sourire sur le podium, voilà, ça c'est notre médaille. Donc c'est bien sûr notre travail, mais c'est un travail passion, et on essaye de donner le maximum pour que ces jeunes vivent déjà une expérience, que ce soit plus tard des athlètes de haut niveau ou qu'ils arrêtent le judo. Mais en fait le but là, c'est vraiment qu'ils aient une expérience de groupe, parce que voilà, sur la structure on est 51 si je me trompe pas, et voilà, savoir bien s'entendre avec les autres, savoir s'entraider, savoir s'entraîner ensemble, ça c'est quelque chose qui je pense va leur permettre d'avancer un peu plus vite dans la vie. Alors justement, la liaison est faite pour t'appuyer un peu sur tout ça. En ce moment, il y a un rêve pour les plus jeunes, c'est ces fameux championnats d'Europe qui se déroulent actuellement à Tbilissi en Géorgie, enfin qui se sont déroulés. Et en fait, moi je voulais avoir un peu le regard d'un ancien judoka de haut niveau qui doit regarder avec un peu de nostalgie ces compétitions, qui a sûrement des copains qui ont participé à ces Jeux. On a eu déjà quelques médailles. Comment tu vis toi ces championnats d'Europe? Comment tu les ressens? Moi je les vois un peu de l'extérieur, voilà, moi je suis plus chez les jeunes, mais
Mais j'ai un regard particulier parce que certaines personnes là qui combattent sont mes amis et qui, voilà, j'étais en pôle France à Orléans et aussi à l'INSEP. Certains sont des très bons amis parce que voilà, Walid Kerr là, qui finit 3e ce week-end. Médaille de bronze, c'est ça. Médaille de bronze. Ouais. Lui, j'étais son coloc à l'INSEP. Daiki Bouba, son concurrent, lui, j'ai été coloc avec lui pendant 4 ans sur Paris. Donc voilà, c'est vraiment des amis qui combattent. En plus, ils sont concurrents, mais voir leur parcours, parce qu'ils ont 2 parcours vraiment différents. Et c'est ça qui est beau dans le sport, c'est qu'il y en a un qui a percé très vite, il y en a un qui a percé très tard, et à la fin, ils deviennent concurrents. Et voir se battre comme ça dans le respect et qui progressent, et voilà, où moi, personnellement, j'ai pas réussi à passer ce cap. C'est de la fierté quand même de les connaître, de les accompagner. Ouais. Je suis quand même le premier supporter, quoi. Oui, j'allais dire non seulement le supporter, puis dans un coin de ta tête, tu as participé à leur progression, ne serait-ce qu'en tirant, comme on dit, avec eux sur les tatamis. J'imagine que tu as pu suivre ça, et c'est assez sympa de revenir sur ce témoignage-là. Des beaux championnats d'Europe. On a une équipe de France qui est assez exceptionnelle. Alors, de ce championnat d'Europe, bien évidemment, le judo français reste une référence mondiale, et toi, tu es en plein dedans. J'ai envie de te demander, si tu le sais, quel est le secret de cette formation française qui amène nos jeunes aujourd'hui, enfin nos équipes de France, à de superbes résultats? Comme je l'ai dit au départ, donc la fédération française a vraiment un PPF, qu'on appelle ça dans le jargon, donc un plan de performance fédéral. Et en fait, cette pyramide, elle est super importante. Donc les pôles espoirs, il y en a à peu près un par toutes les anciennes régions, donc ça en fait quand même pas mal. Donc là, c'est les cadets où il y a quand même une population qui est assez large. Les cadets, explique-moi l'âge, juste, tu as une idée? Les cadets, c'est les 3e, donc à partir de 13-14 jusqu'à 16-17. D'accord, voilà. C'est pour les parents, bien. Et du coup, cette pyramide, en fait, elle est très sélective, hein, mais bon, le sport de haut niveau, c'est comme ça. Et en fait, on brasse vraiment tout le monde. Et au fur et à mesure que ça avance et que l'âge avance, on commence, entre guillemets, à filtrer. Et du coup, avec ce système-là, on arrive à avoir une équipe de France chaque année qui arrive à ramener, je ne sais combien de médailles au championnat d'Europe et au championnat du monde. Donc, ce système-là est à envier aussi par rapport à d'autres pays, hein. La France, on est vraiment structuré par rapport à ça. Et ça marche, en fait. Et ça marche. Du coup, c'est très important de souligner, en fait, ce plan qui est vraiment, pour moi, indispensable sur le début du haut niveau et sur le haut niveau en général. Et qui est une bonne base pour vous, les entraîneurs, en fait. Exactement. Alors, l'accompagnement des jeunes pour toi, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans ton rôle d'entraîneur? Qu'est-ce qui te touche le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer par rapport à ça? Moi, c'est l'accompagnement humain. Donc quand je me suis lancé sur le fait d'être entraîneur, tout d'abord j'étais professeur mais ensuite entraîneur, c'est vraiment 2 choses qui sont quand même bien différentes. Moi le judo m'a quand même donné beaucoup, donc moi la première chose que je voulais c'est vraiment donner le maximum aux jeunes de toute mon expérience. Rendre ce que le judo t'a apporté. Exactement, rendre exactement ce qu'on m'a apporté et puis voilà, moi j'aime bien envoyer les watts, hein, et comme on dit, j'essaye de changer les choses à Toulouse. Donc l'accompagnement humain c'est vraiment, comme j'ai dit, hein, c'est une expérience que ce soit bon ou mauvais, mais le but là c'est on est 50, on essaie de s'entraider ensemble et ce côté humain, ça c'est ce qui me caractérise, je pense. C'est un beau message que tu envoies, d'autant que tout à l'heure tu as dit un mot qui m'a fait plaisir à entendre, et je pense que c'est bien dans le sport de le remettre devant, c'est le respect. Et je pense que c'est ce que le judo nous apprend quand on monte sur un tatami. Moi j'ai gardé ça de mon judo, c'est ce salut au départ qui est un respect, et quand on a terminé le combat, on salue aussi. Et c'est important dans ce sport qui est un sport de combat, mais d'avoir le respect de l'adversaire. C'est ça, ouais. Le salut, c'est ce qu'on apprend. Et justement, c'est pour ça que mes parents nous avaient mis au judo, hein, par rapport aux valeurs, au code moral, mais aussi sur le fait qu'à chaque fois qu'on commence une séance de judo, on fait le salut au départ et à la fin. Quand on gagne, qu'on perd, on est obligé de saluer son partenaire. Et, depuis cette année, la fédération essaye de faire des tests de salut croisé. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du combat, il change de position, il salue. Donc, ça fait sortir du côté de l'adversaire. Donc, ça salue son coach. Je trouve ça super intéressant, super clean. Même, gérer sa frustration. Et voilà, on est obligé de saluer son adversaire et aussi le
coach de l'adversaire, je trouve ça franchement très très bien, quoi. Des vraies valeurs, Kamal. Alors, un dernier message que tu aimerais faire passer justement avec ce que tu as vécu, ton passé, auprès des jeunes qui veulent se lancer dans le judo. En termes général, c'est peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le judo. Moi, le mot d'ordre que je donne à mes jeunes, c'est vraiment le travail. Donc, on peut avoir du talent, on peut avoir des facilités, mais par contre, sans travail, c'est pas possible. Donc il y aura toujours des déceptions, mais à un moment donné, quand on veut quelque chose, pas se limiter aux choses, aux petites choses, essayer de rêver grand et essayer de réaliser tout simplement votre rêve. Quand je vois moi mes deux copains là qui sont en championnat d'Europe, qui sont en train de se battre pour une place au JO, s'il y a 7-8 ans je lui poserais la question, peut-être qu'il se dirait non, c'est impossible. Donc rêvez grand et vous posez pas de questions, entre guillemets. Merci beaucoup Kamal pour nous avoir accordé quelques instants pour partager ta vision et ta passion que l'on sent à travers tes propos sur ce judo. On le voit, la formation des jeunes est entre bonnes mains ici à Toulouse avec une vraie exigence, mais aussi beaucoup de passion. Et justement, après avoir plongé au cœur de la formation, du développement des futurs talents, on va maintenant changer de focale pour se rapprocher encore un peu plus du très haut niveau. Comment accompagne-t-on les meilleurs judokas français sur la scène internationale? Comment se construit la performance au plus haut niveau au contact des champions olympiques et mondiaux? Et pour répondre à ces questions, nous allons accueillir Stéphane Auduc, entraîneur national à l'Institut du judo de Paris. Place à la haute performance. Il accompagne, prépare, structure et conseille des judokas comme Lucas Medze, Axel Clerget ou encore Loïc Perry. Merci à toi. Merci. Comment accompagne-t-on les meilleurs judokas français sur la scène internationale? Comment se construit la performance au plus haut niveau, au contact des champions olympiques et mondiaux? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Stéphane Auduc, entraîneur national à l'Institut de judo à Paris. Place à la haute performance. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter à nos auditeurs? Qui est Stéphane Auduc? Alors Stéphane Auduc, c'est d'abord un passionné de judo, c'est un passionné de sport en général, plus précisément de judo, et surtout c'est un passionné de la haute performance. Voilà, j'ai toujours cherché à travers mes différentes missions à trouver le chemin pour faire avancer les autres. Voilà, j'ai une petite histoire personnelle assez compliquée avec la compétition, puisque j'ai eu une blessure, une fracture des cervicales étant très jeune lorsque j'ai essayé de faire de la haute performance, ce qui m'a assez rapidement dirigé vers la réflexion autour de comment accompagner les autres vers la haute performance. Donc j'ai un parcours assez atypique. Je suis passé par la région lyonnaise, puis la région parisienne, la région orléanaise d'abord, et puis la région parisienne. J'ai appris mon métier d'entraîneur du côté d'Orléans, à l'époque, dans les années 90, à l'époque du Grand Orléans, au contact de gens comme Olivier Depierre, qui est directeur technique du club à Orléans, ou encore François Fournier, qui était l'entraîneur à l'époque où il avait l'équipe de France masculine et féminine dans son club. Et puis j'ai passé mon brevet d'état là-bas, en région orléanaise, et j'ai développé ce goût de l'entraînement. J'ai été choisi après mon brevet d'état comme entraîneur adjoint des pôles France garçons et filles à Orléans. Justement, je te coupe 5 minutes par rapport à ça, parce que on décrit souvent toi comme un entraîneur discret, mais incontournable. Tu es derrière certains médaillés, comme tu étais en train de nous l'expliquer, entre autres quelques pointures comme Lucas Medze ou Axel Clerget. Comment tu vis ce rôle dans l'ombre? Parce qu'effectivement, cette carrière qui est assez longue, et puis on te voit pas forcément sur le devant de la scène. Écoutez, c'est pas nécessairement un choix. Moi, je suis pas spécialement, volontaire pour être caché, mais c'est une manière de fonctionner qui amène à être plutôt discret. Oui, Lucas Medze, je l'ai eu à partir de 2015 jusqu'à 2021, jusqu'aux Jeux de Tokyo en club, où on a développé un petit peu les compétences qui l'ont amené à toucher le Graal. En tout cas, s'approcher du Graal olympique. Et puis Axel Clerget, mais aussi Loïc Pietri, que j'ai entraîné pendant de 2009 à quasiment 2018, même 2020 carrément, quasiment. Axel Clerget, qui a été médaillé mondial. Mais c'est des garçons que j'ai accompagnés. J'ai envie de dire, j'ai même appris mon métier au contact de ces gens-là.
Voilà, parce que ce sont des athlètes de très haut niveau qui ont cette particularité d'avoir des fonctionnements un petit peu spécifiques à la haute performance. Et voilà, j'ai accompagné ces garçons en essayant de trouver les moyens de leur apporter le petit plus, des fois c'était mental, des fois c'était technique, des fois c'était physique, en essayant de trouver des moyens de les faire progresser dans tous les domaines dans lesquels on pouvait les faire progresser. Donc c'est ce qu'ils appréciaient chez moi. Jusqu'en 2017-2018, nous avions des rapports, moi en tant qu'entraîneur de club, assez difficiles avec la fédération à ce moment-là. Les entraîneurs à l'époque étaient assez exclusifs, les entraîneurs nationaux, je parle, étaient assez exclusifs avec l'équipe de France, donc on avait un petit peu de mal à apporter notre pierre à l'édifice, difficilement, je dirais pendant pas mal d'années. Puis après, à partir de 2020, lorsque la nouvelle présidence est arrivée, ça a été beaucoup plus simple. On a eu la possibilité de, nous les entraîneurs de club, et je me mets vraiment dans une masse, on était vraiment... on a été pris en compte dans la réflexion autour de la haute performance des judokas de l'équipe de France. Et puis au fur et à mesure, au regard des résultats que les garçons avaient, les athlètes dont j'avais la responsabilité en club ont eu, on m'a demandé d'intervenir sur l'équipe de France. Et voilà pour comment je suis arrivé en équipe de France. D'abord avec les moins de 23 et puis ensuite avec l'équipe olympique jusqu'à Paris 2024. Parlons maintenant de l'actualité avec les championnats d'Europe de judo qui se déroulent à Tbilissi du 16 au 19 avril. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une compétition internationale de ce niveau ? Alors, je vais partir déjà de la sélection. D'abord, il y a dans un premier temps, parmi les Français, pour pouvoir représenter la France, il faut la sélection de l'équipe qui va défendre les couleurs de la France au championnat d'Europe. Donc ça, c'est une partie qui est faite autour de l'IJF Tour, des compétitions organisées par la Fédération internationale. Et au cours de ces tournois, on sélectionne les meilleurs dans chaque catégorie, que ce soit garçons et filles. Et ensuite, il y a la préparation. À l'approche d'un championnat d'Europe, là, les clubs sont un petit peu moins sollicités. Et c'est l'équipe de France, c'est les entraîneurs des équipes de France qui prennent des athlètes en main et qui les préparent, qui les accompagnent pour les 2-3 dernières semaines qui précèdent un championnat d'Europe, un championnat du monde. Pendant cette période-là, c'est le moment où on affine, où on règle, où on amène les garçons à leur état de fraîcheur et leur pic, si je puis dire, leur pic de forme. Après, une fois que les garçons et les filles arrivent sur le championnat d'Europe, là, il y a la mise au poids, il y a toute la partie administrative. Alors, je t'arrête 30 secondes, parce que c'est important, tu viens de parler de quelque chose qui touche quand même beaucoup de gens. Pour y être passé par là, c'est intéressant. Tu parles de la mise au poids. Tu peux juste un petit peu expliquer cette particularité dans le judo, parce que c'est vrai que c'est un moment presque angoissant quand on arrive sur la balance. Tout à fait. Alors, là, ça dépend des garçons ou des filles. 7 catégories de poids chez les garçons, 7 catégories de poids chez les filles. Ça va du moins de 60 au plus de 100 chez les garçons et du moins de 48 à la plus de 78 chez les filles. Et là, donc, chacun et chacune doit faire partie d'une catégorie de poids. Alors, en fonction de sa catégorie, en général, on essaye d'être à la limite, le plus haut possible, le plus proche de la limite possible, mais sans nous dépasser, parce que sinon, on passe dans la catégorie du dessus. Et là, à partir du moment où on est sélectionné dans une catégorie, on doit représenter cette catégorie et pas celle du dessus. Les garçons en France qui perdent 2, 3, 4 kilos. À l'étranger, ça va bien au-delà de ça. C'est une volonté de notre fédération de faire attention à la santé aussi des athlètes. Donc, on essaye de faire en sorte qu'ils n'aient pas trop de poids à perdre. Donc, on est vigilant. Et donc, oui, en effet, il y a une perte de poids qui se fait en général la dernière semaine, et des fois beaucoup plus, des fois 2, 3 semaines pour certains. La dernière semaine pour ceux qui ont peu de poids. Et puis là, c'est une gestion de la diététique, une gestion de l'approvisionnement calorique. Là, moi, je sais qu'à l'époque, pour des gens comme Luca Meridze ou encore Axel Clerget, nous avions fait appel à un docteur en physiologie pour les accompagner dans la gestion des ingrédients de leur nourriture, de manière à ce qu'ils arrivent avec au poids, c'est-à-dire en ayant fait un régime, mais en ayant le nécessaire en énergie dans le ventre. Voilà. Pour pas arriver sur le tatami complètement cuit, quoi. Alors donc une fois que tu as passé cette étape-là, on arrive sur place et il y a ce système de tableau. Comment ça se goupille tout ça ? En général, les pesées se font la veille de chaque journée de compétition. Donc la veille au soir, il y a la pesée. Le tirage au sort est fait en amont, un jour avant le début de la première journée de compétition, et tout le monde sait qui va rencontrer. Voilà, il y a des têtes de série, c'est-à-dire que plus vous êtes ranké haut à la ranking list mondiale,
plus vous êtes éloignés les uns des autres, le numéro 1 du numéro 2, le numéro 3 du numéro 4, ainsi de suite. Tout le monde est éloigné dans le tableau de manière à ce que le numéro 1 et le numéro 2 ne sont compte pas au premier tour. C'est le même principe qu'au tennis. Exactement. Et puis, à partir de là, les tirages au sort sont faits. Donc, voilà, des fois, vous passez des tours gratuitement, sans combattre. Des fois, vous avez directement un premier tour, ça dépend. Et puis là, à partir de là, le tableau est lancé. Nous, en tant qu'entraîneurs, on accompagne les athlètes pour identifier les stratégies à mettre en place sur le combat suivant. Donc là, moi, personnellement, à titre personnel, j'aimais bien anticiper, aller voir les personnes responsables de la vidéo, parce qu'on a un garçon qui s'occupe de l'analyse vidéo de chaque athlète et de chaque concurrent. Et à partir de là, on établit des stratégies pour le tour suivant et ainsi de suite. Et en fonction de l'évolution du tableau, on a des stratégies qui sont préétablies, alors qu'on adapte en fonction de l'état du jour, qu'on adapte en fonction de l'état de l'athlète, qu'on adapte en fonction de ce qu'on a vu aussi sur les tours préliminaires et ainsi de suite. Et puis, c'est des conseils, en général, il y a 2-3 conseils clés, côté manche, côté revers, des directions d'attaque, des moments clés où il faut essayer de prendre des risques, et puis quelques éléments techniques. Et puis à partir de là, la journée est lancée et feu à volonté. On essaye de faire, corps avec l'athlète que l'on accompagne, et puis utiliser au mieux l'énergie qu'on a en possession, et puis feu à volonté, quoi. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible en allant de 2, 3, 4, 5 combats, voire 6 combats pour aller chercher une médaille au championnat d'Europe, par exemple. Comme Luca Méridier, qui a été champion d'Europe, encore une fois, voilà, à Tbilissi cette semaine. La liaison est faite, je te remercie. Donc justement, on va peut-être passer dans l'actualité. Il vient de se passer ce championnat d'Europe en Géorgie. Un petit peu un focus sur les résultats de nos Français. Il y a eu 11 médailles ou 12 médailles, si je ne me trompe pas. 12 médailles. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut passer un commentaire? D'abord, on en a deux qui sont quand même les deux titres. On va peut-être s'arrêter sur ces deux-là, dont justement des judokas que tu as entraîné. Il y a d'abord Chikrin Boukli qui s'illustre en faisant en moins de 48 kilos son 5e sacre continental. Voilà, ouais, c'est extraordinaire. Et puis Lucas, lui aussi, Meisde, qui s'impose dans la catégorie de moins de 60 avec un nouveau titre européen. Est-ce qu'un petit commentaire sur ces deux judokas? Tu connais peut-être plus Lucas, mais voilà, si tu connais aussi... Voilà, moi, malgré le fait d'avoir entraîné les équipes de France masculines, j'ai aussi, bien sûr, suivi les équipes de France féminines, puisque lorsqu'on se déplace avec les deux équipes. Donc on connaît ces gens-là, c'est des garçons et des filles qu'on suit toute l'année. On vit avec eux en stage, on a souvent... Voilà, donc Lucas, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce qu'on se connaît depuis bien longtemps, 2015-2016. C'est un garçon qui enfonce le clou, champion médaillé olympique, à 2 reprises, aujourd'hui 2 fois champion d'Europe, c'est assez extraordinaire dans cette catégorie des moins de 60. La longévité de ce garçon dans une catégorie légère comme les 60 est extraordinaire. Voilà. Après, Chirine, elle, 5 titres européens dans moins de 48 en 5 participations, c'est assez extraordinaire aussi. C'est le haut du panier dans chacune de leurs catégories. C'est vraiment le haut du panier, réussir à gagner en Géorgie, sur un Géorgien en finale. Pour Lucas, c'est extraordinaire. Il faut savoir qu'il est d'origine géorgienne. Donc, il est parti en 2008, si je ne m'abuse, de la Géorgie pour fuir la guerre avec l'Ossétie du Sud, si je me rappelle bien. Et du coup, il est venu au fur et à mesure traverser l'Europe et arriver en France, au Havre. Et puis après le Havre, il a fait du judo. Et puis il est arrivé en région parisienne et a Sucy Judo à l'époque dans le club lequel j'entraînais. Et on l'a accompagné jusqu'à devenir médaillé olympique. Et ça a été une grande fierté. Et aujourd'hui, je suis très heureux pour lui parce qu'il a vraiment survolé la catégorie de belle manière. Et Sardalashvili, le Géorgien qu'il a pris en finale, était le tenant du titre. Donc c'est vraiment très très beau. Beaucoup d'émotions, on l'a vu sur le tapis, pour lui c'était très important. Effectivement, il y a, je crois, dans sa ville natale, en plus de Tbilissi, c'était une belle chose. C'est ça. Voilà, alors on va aller un petit peu sur les médailles d'argent maintenant, puisqu'il y en a eu quand même quelques-unes chez les femmes. Amandine Bouchard en moins de 52, Manon Deketer en moins de 63, et puis Melkia Ochekorn en moins de 70, c'est quand même pas mal. Pas la première place, mais c'est quand même sympa pour... Ah, puis il y a eu Léa Lafontaine aussi, la dernière, qui a perdu en finale, oui. C'est ça. Alors pour l'équipe nationale féminine, j'ai envie de dire, on est presque un petit peu déçus parce qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de titres, je pense. Alors je parle
en mon nom, hein, pour le coup là, c'est pas, je suis plus entraîneur national de l'équipe olympique, donc c'est pas vraiment moi qui attendais ça, mais en tant que passionné de judo et passionné de compétition, j'aurais attendu un petit peu plus de médailles. Roman Dico qui passe un petit peu à travers, qui fait 3e quand même, mais qui perd sur une modeste estonienne de mémoire en quart de finale. Voilà, pour moi, elle c'est une dame avec l'expérience et les résultats qu'elle a qui doit gagner son championnat d'Europe. En tout cas, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle attendait, c'est pour ça qu'elle était là. Léa Fontaine, qui elle fait 2e en lourde dans la catégorie de Roman Dico, c'est très bien. Bon, malheureusement, elle chute en finale sur l'israélienne assez rapidement, hein, sur la première séquence. Et Amandine Bouchard, vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais. Elle est en pleine bourre, malgré le fait qu'elle a déjà quelques kilomètres au compteur, mais elle est encore là, elle est motivée. Elle a cette spécificité de vouloir faire les Jeux Olympiques en judo en 2028, mais aussi en rugby. Ouais, c'est impressionnant, j'ai vu ça, ouais, tout à fait. Ouais. Un double projet, c'est extraordinaire. Après, Melkia Oskorn, elle arrive dans la catégorie des moins de 70, elle est double championne du monde en moins de 63 chez les juniors. Elle arrive dans la catégorie senior, dans la catégorie au-dessus, donc et en poids et en âge. Elle fait une finale européenne, c'est déjà extraordinaire. Et puis la petite Kayla Soufi, en moins de 78, qui vient chercher une médaille, là où c'est assez difficile, où la concurrence est rude. Hein. Je pense à Audrey Chmeo, je pense à Fanny Podzic, je pense à notre vice-championne olympique de Tokyo, Madeleine Malonga. Tout ça, c'est une catégorie très, très fournie chez les Français, donc c'est intéressant. Manon de Deiter, bien sûr. Qui elle fait une faute, on va dire, de débutante, quoi. C'est quand on voit son combat, elle se jette un peu rapidement en finale, c'est bizarre. Elle essaye une technique, on appelle ça une technique de sacrifice, un sutemi-waza. Tout à fait. Et elle se fait un peu prendre, elle se fait déséquilibrer. Enfin, je me rappelle plus trop de l'action exactement, mais elle néerlandaise et opportuniste. Elle l'attendait, tout simplement. Elle l'attendait. Elle a pris le bon moment. Ouais, c'est très clair. Exactement. Et après, chez les garçons, encore Walid Kar, moins de 66 kilos, qui fait une très belle compétition, qui fait 3e, même si ça ne lui suffit pas. Bouba, Deki Bouba, qui n'est pas classé, mais qui était champion d'Europe en titre, lui c'est plus difficile. Encore Johan Gaba qui fait que 5e, alors que grosse déception pour lui. Il était déçu. Ouais, champion du monde en titre, médaillé olympique, qui fait 5e, c'est difficile de perdre sur un autre Français. Le petit Boulem Tafé, c'est pareil, ça c'est un garçon d'Ayane qui a 20 ans, qui vient de monter chez les seniors, qui commence à battre des gros morceaux. Il avait déjà battu le champion olympique en tournoi, là où il bat le finaliste olympique, le champion du monde. Franchement, il y a une belle catégorie des moins de 73 kilos. Il y a encore un garçon derrière, hein, je pense à Maxime Gobert, qui va encore leur donner du fil à retordre, ces deux-là, ou encore Cazorla, qui sont un petit cran en dessous, hein, ces deux-là. Mais en tout cas, moins de 73 kilos, il y a 4-5 garçons qui peuvent essayer d'aller représenter la France sur des championnats d'Europe, du monde, ou voire même des Jeux. Donc ça va être intéressant. La course olympique va être intéressante. 73, 80, aujourd'hui, il n'y avait pas de sélectionnés chez les Français. 90, on a Maxime Gaël Ndiaye en bout, hein, qui a été le médaillé olympique à Paris en moins de 90. Lui, il vient chercher une médaille de bronze. C'est beau, il était pareil, hein, quand vous écoutez ses commentaires, il n'était pas venu pour ça, mais c'est une grosse catégorie, il fait 3e. C'est toujours bon à prendre. Tous ne sont pas sur la boîte. Je vous dis, si je ne m'abuse, on est à 12 médailles. 12 médailles, tout à fait. Et puis, on n'a pas, dans la catégorie des lourds, on n'a toujours pas Teddy Riner, mais ça a été difficile pour la catégorie des 100 kilos, quoi. Ouais, alors les plus de 100 kilos, oui, il n'y a pas Teddy. Alors, Matteo Akana Mongo est un jeune qui monte. Il sort des juniors. Alors, il est en train d'apprendre. Lui, il est en phase d'apprentissage. Bon, c'est difficile. Les premiers tours sur un championnat d'Europe, ça fait mal. Quand tous les autres vont passer des tours et aller chercher des médailles ou sont classés dans les 7, de se retrouver un des seuls qui n'est pas classé, c'est toujours difficile. Mais il est dans phase d'apprentissage. Il est très jeune et dans la catégorie lourde. Souvent, ce sont des catégories où on vient à maturité assez tardivement. Bon, je suis pas inquiet. Il a des capacités pour aller performer. Maintenant, il faut travailler, il faut être régulier, il faut arrêter d'écouter ce qui se passe autour et rester concentré sur l'essentiel. C'est l'entraînement, le sérieux, la régularité. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il va y arriver. Un grand merci Stéphane pour tout ça. On voit qu'on pourrait te laisser parler des heures et c'est passionnant de t'entendre. Ouais. Je voudrais juste te demander une petite conclusion par rapport à un message que tu souhaiterais justement faire passer, tu viens de le dire un peu, mais aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le judo. Pour conclure un petit peu, parce que là on vient de parler du haut niveau, mais de ta position d'entraîneur, quel message toi t'aimerais faire passer plus largement au public de jeunes judokas qui vont écouter ce que tu as raconté?
Écoutez, moi j'ai 54 ans bientôt, là, dans quelques jours. Il y a une chose que je retiens de cette pratique incroyable qu'est le judo, c'est qu'au-delà de la partie sportive pour laquelle je suis spécialisé, mais qui n'est pas la seule partie du judo, bien au contraire, c'est une école de la vie. Alors, on l'entend un petit peu sur toutes les supports que l'on veut, mais moi je prône aujourd'hui l'importance de la pratique d'un sport avec un état d'esprit tel que nous avons dans le judo. Au-delà je pense que le judo est un sport, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je plaisante volontairement. Ce que je veux dire, c'est qu'on apprend à saluer, on apprend à respecter, on apprend à travailler à deux, on apprend à, malgré le fait d'être en opposition, on apprend à s'adapter. On apprend à beaucoup de valeurs qui peuvent servir à la société aujourd'hui et qui nous manquent de plus en plus, des valeurs qui nous manquent dans la société de tous les jours. Et je pense que Jigoro Kano, le créateur du judo au siècle dernier, quand il a pensé le judo, il l'a pensé pour faire grandir la société. Et il faut qu'on garde cette importance-là, c'est-à-dire on est habillé pareil, de la même manière, on a une ceinture, un judo-gi de la même couleur, on se salue et on va travailler ensemble pour progresser ensemble. Malgré le fait qu'on soit des fois concurrents, on va progresser ensemble. Et c'est, je pense, un message qui est important pour la société aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane pour cet échange. On retiendra derrière chaque médaille. Il y a un travail colossal, une équipe et des entraîneurs engagés comme toi. Le judo français continue de briller. On suivra avec attention les prochaines séances internationales. Un grand merci à toi Stéphane et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt Laurent, à bientôt. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 150e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Laurent Buzeau-Lescure, Lara Lebrec, Kamal Kitri et Stéphane Auduc. Merci pour vos voix, vos parcours et vos témoignages et vos passions. Merci à vous, auditrices, auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vous, notre moteur. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous serons heureux de vous accueillir. Merci à nos partenaires, bien sûr, à Samper Connect, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet et LG Consultant. Vous aimez notre émission Et si on parlait de sport, alors passez de l'autre côté du micro, devenez-vous aussi un membre ou pourquoi un supporter de l'association, parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ses plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.